Quand j'ai débarqué à Gaza en 2001, depuis j'y suis allé 3 fois par an, donc ça fait une trentaine de fois. Peu de temps, mais ça permet quand même des prises de température régulières auprès de la population. Eh bien, quand j'ai été au début, très vite, j'ai reçu plein de coups de fil d'un gars qui était à Khan Younis, justement, et qui disait « Ouais, vous êtes à Gaza, mais il faut aller à Khan Younis, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, il y avait la route Philadelphie, il y avait l'occupation israélienne de la bande frontalière avec l'Égypte, et il y avait tous les jours, dans cette route Philadelphie qui traverse la ville de Rafah, Rafah, vous savez, pour moitié en Égypte, pour moitié dans la bande de Gaza, et tous les jours il y avait des tirs, des morts, il y avait beaucoup de blessés. Il disait c'est là qu'il faut venir, c'est là qu'il y a plus de blessés. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai découvert quelqu'un d'extrêmement actif, qui voulait apprendre, qui apprenait à toute vitesse, qui appliquait tout de suite ce qu'il avait appris, qui déjà à l'époque, c'était quand même il y a 10 ans, avait en permanence derrière lui un interne avec un petit appareil photo, une petite caméra, pour filmer tous les temps importants d'une intervention, qui faisait les montages jusqu'après. Autrement dit, tout ce que vous lui donniez, c'était absorbé, acquis, et ça y est, on pouvait passer à autre chose. Donc vraiment, l'élève idéal, entre guillemets. Il était tellement idéal que je lui ai dit, oh, écoute, il faudrait que tu viennes, on va te trouver une bourse, tu vas venir passer 3 mois en France, d'accord. Il est venu passer 3 mois à la maison à l'hiver 2005-2006. C'était les élections, les premières élections parlementaires depuis bien longtemps, qui ont vu le succès du Hamas, qui est devenu donc majoritaire. Donc depuis, Mohamed Rantisi est persona non grata dans l'Europe de Schengen, mais il ne peut pas avoir de visa. C'est un chirurgien, mais c'est le frère d'Abdelaziz Rantisi, leader du Hamas, assassiné par Israël, et à ce titre, il ne peut plus voyager. Bon, enfin quand même, assez représentatif de ces habitants de Gaza qui ont fait des pieds et des mains, finalement, pour acquérir une formation. Aujourd'hui, il y a 1000 médecins dans la bande de Gaza. Je n'en ai pas rencontré un seul qui était formé dans les universités israéliennes. Et le président du Conseil de l'ordre de la bande de Gaza m'a confirmé qu'il n'y en avait pas un seul. C'est ce qu'il me dit. Et donc ces 1000 médecins, il a bien fallu qu'ils soient formés quelque part. Et suivre l'histoire de l'un de ces médecins, par exemple, à travers tous ces déboires, ces efforts, ça m'a semblé intéressant. Ça a donné cette petite biographie qui est une histoire qui, pour nous, nous semble extraordinaire, invraisemblable. Une famille avec 7 garçons, 0 fille. Le père meurt à 55 ans, sans doute d'un infarctus. En fait, on n'en sait trop rien. C'était des habitants qui vivaient dans l'Israël actuel, du côté d'Yavne. Il monte dans la bande de Gaza en 1948 et la mère, analphabète, 35 ans, se retrouve avec ses 7 garçons et pas un centime. Eh bien, ces garçons, ça va donner Abdelaziz Rantisi, pédiatre, ça va donner Adnan, qui est un technicien qui répare des appareils électroniques avec beaucoup d'adresses. Ça va donner Salah, qui est gynécologue, qui fait de la fécondation in vitro. Ça va donner Mohamed Rantisi, qui est parti faire sa médecine au Bengale, qui a continué ensuite en Irak, qui est allé au Liban, qui a été enfermé dans les prisons israéliennes, qui a été torturé, qui est sorti, et vous voyez ces efforts absolument colossaux. Alors un jour, j'avais présenté ce bouquin à l'association des médecins franco-syriens. Alors ils étaient intéressés, mais à la fin ils sont venus me voir et m'ont dit, tu sais, en fait on a tous une histoire comme ça. Tous les réfugiés ont des histoires invraisemblables. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'en décrire une. Et donc c'est celle de mon ami Mohamed Rantisi. Le dernier petit bouquin ici, eh bien, ce sont des chroniques que j'ai écrites pour la plupart au jour le jour. À chacun de ces 30 voyages, j'ai toujours fait avec mes collaborateurs un compte-rendu de mission, puisqu'on m'a envoyé pour travailler. La plupart du temps, d'ailleurs, nous avons été financés, il faut le dire, par le ministère des Affaires étrangères français, ou le consulat de France à Jérusalem-Est français, ce qui veut dire quand même qu'il y a des fonctionnaires aux affaires étrangères qui sont soucieux de fournir un véritable travail de terrain, y compris en Palestine. À chaque fois que l'on fait un voyage là-bas, c'est pour opérer, c'est pour enseigner. On a opéré plus de 1000 patients là-bas, on a créé un diplôme de microchirurgie, on a installé un laboratoire d'entraînement, tout ça c'est du travail, je dirais, professionnel qui a été fait. Donc ces comptes rendus, ils partent à chaque fois. Et très vite je me suis rendu compte, mais ça c'est le compte rendu technique, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses qu'on a vues, qu'on a entendues, à lesquelles on a assisté, et des images, des rencontres, des personnages, tout ça, ça peuple un petit peu l'esprit, et
assez vite, on a commencé à m'inviter dans des réunions un petit peu comme ce soir pour parler un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, et donner une petite note d'ambiance. Et j'ai vu qu'entre ces notes d'ambiance et ce que nous sort la presse, vous savez, hein, c'est une litote, hein, les journalistes, il faut qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Au fond, peu de personnes connaissent le nom d'un seul des 1000 ou des 10 000 prisonniers palestiniens en Israël. Comment les Palestiniens vivent, est-ce que c'est une bande de sable avec des terroristes ou est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, il y a autre chose. Il y a des universités, il y a 100 000 étudiants, il n'y a pas d'analphabétisme, il y a une informatisation, par exemple, absolument extraordinaire. Il y a des tas de choses positives dans la bande de Gaza qui sont intéressantes à connaître. Et donc, toutes ces petites chroniques ont été mises bout à bout et donnent ce petit livre. Parler un petit peu globalement hein, des deux époques que j'ai trouvées différentes au cours de ces 10 années dans la bande de Gaza. Il y a eu l'époque avant 2006, très clairement, avant ces élections, où il y avait une espèce de consensus pour soutenir les Palestiniens. Et puis, il y a eu 2006, avec ces élections où le Hamas a gagné. Pour nous, ce n'était pas une surprise, parce que quand on va auprès des gens, quand on les écoute, eh bien, on savait bien que le Hamas allait être majoritaire. Et à partir de ce moment-là, on a assisté au véritable boycott du Hamas, au véritable boycott de la bande de Gaza. Après 2006, après les élections, à la véritable tentative de créer une guerre civile à l'intérieur de la bande de Gaza. Cette bande de Gaza où, en dehors des avions qui bombardaient, la sécurité au sol était absolue, il n'y avait pas d'insécurité. Eh bien, on a vu des blindés légers introduire, des blindés qui étaient forcément passés par Israël, ils n'étaient pas passés par les tunnels, d'ailleurs il n'y avait pas de tunnel à cette époque-là. On a vu des milices armées commencer à se tirer dessus, et donc on a eu cette impression extrêmement désagréable, eh bien qu'on essayait de refaire les élections dans la rue. Pour nous c'était absolument évident, on essayait de refaire des élections dans la rue. Ce que l'on dit sur le Hamas, c'est pas tout à fait vrai non plus. Alors maintenant j'ai une étiquette que j'assume complètement. Certains m'ont dit, certains amis palestiniens m'ont dit tu es le faire-valoir du Hamas, tu es le porte-parole officieux ou officiel du Hamas en France. Bon, je n'en sais rien, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il y a énormément de choses inexactes qui sont dites à propos de la gestion qui est faite par le Hamas de la bande de Gaza. Cette gestion est une gestion, à mon avis, remarquable. Elle est remarquable parce que vous avez des fonctionnaires qui sont payés. Vous avez des fonctionnaires qui sont... Vous avez encore 60 000 fonctionnaires aujourd'hui qui sont payés par Ramallah à condition de ne pas travailler. Vous avez des enseignants, vous avez des médecins qui sont payés à rester chez eux. C'est-à-dire que tout est fait pour faire tomber cette administration. Donc ça fait partie des choses qu'on ne lit pas et qui sont quand même un petit peu scandaleuses. On lit des textes disant les enseignants ont été chassés par le Hamas, mais les enseignants qui n'allaient pas faire les cours, ben, ils ont été remplacés. Des médecins ont été chassés de l'hôpital, ils n'ont pas été chassés. Moi je connais parfaitement des médecins qui disent moi je suis Fatah, je travaille à l'hôpital, effectivement mon salaire a été coupé, mais comme mon salaire maintenant est versé par l'autorité de la bande de Gaza, tout va bien. J'ai un autre médecin qui m'a dit moi, j'ai réussi à me faire rayer de la blacklist de Ramallah. C'est-à-dire que j'étais sur la blacklist, on ne me payait plus. Comme j'ai un copain à Ramallah, il m'a supprimé de la blacklist et on me paye à nouveau alors que je travaille. Je ne sais pas si vous voyez voilà. Donc il y a énormément de mauvaise foi dans la façon dont on parle de Gaza. Et l'un des exemples que l'on peut citer, il y en a beaucoup, c'est l'administration qui a été faite des territoires qui ont été évacués. Vous savez qu'à l'été 2005, les colonies de la bande de Gaza ont été évacuées. Des colonies qui représentaient quand même 30% du territoire de la bande de Gaza, donc c'est absolument énorme, compte tenu de la densité humaine dans cette bande de Gaza. Eh bien, j'ai lu des papiers sur le thème le Hamas a été incapable de faire quoi que ce soit de la bande de Gaza, de ses colonies, etc. Ben, c'est tout à fait faux. Cette superficie a été utilisée, elle est utilisée sur le plan
agricole, hein, il y a 1,5 million d'arbres qui ont été plantés, et il y a un certain nombre, et les cultures qui étaient faites dans ces territoires étaient des cultures qui étaient destinées à l'exportation, c'est-à-dire que c'était des serres, et des serres en produisant un tout petit nombre de produits, mais en très grande quantité, destinés à l'exportation, y compris à l'exportation par Sète, Montpellier, Agresco, etc. La poursuite de ces cultures s'est avérée un désastre, car très vite ils sont arrivés à des surproductions, comme ils ne pouvaient pas exporter, c'est le siège, ils sont arrivés à des surproductions, les cours sont tombés, et donc il a fallu pratiquement recommencer à zéro cette agriculture, la partie agricole. Et donc ils se sont orientés vers les produits dont ils avaient immédiatement besoin pour leur propre consommation. Donc ils sont orientés vers des cultures complètement différentes, d'autosuffisance, et maintenant ils sont autosuffisants d'un certain nombre de produits, les melons, les oignons, et j'ai contrôlé en allant acheter des melons, on dit d'où ça vient, ben ça vient d'ici, c'est à peu près la seule chose. Il y a quelques produits comme ça. Il y a des bâtiments universitaires qui ont été créés. Il y a 10 000 étudiants aujourd'hui qui travaillent dans des locaux universitaires dans les anciennes colonies de la bande de Gaza. Et je n'ai jamais vu un article dans un journal en parler. C'est quand même des réalisations. Il y a une cité des médias qui a été faite, il y a des installations sportives, il y a 55 000 logements qui ont été construits quand même dans ces territoires. Ce n'est pas rien. Alors on fait beaucoup on tape beaucoup sur cette administration du Hamas et on a longuement bien écrit sur l'incapacité de se réconcilier. Écoutez, moi je connais bien et même très bien, parce que je vais le voir pratiquement à chaque fois que je vais opérer là-bas, et il m'a fait la gentillesse d'ailleurs de faire la postface de mon petit bouquin, c'est Mahmoud Zahar. Mahmoud Zahar, à chaque fois que vous voyez son nom dans la presse, il est tout de suite affublé de l'étiquette islamiste radical. Vous voyez, on ne lui laisse même pas sa chance, personne ne le connaît, et ça y est, on vous le classe déjà avant même que vous ayez eu le temps de le connaître. Alors, il fait partie des faucons, paraît-il. Bon. Mahmoud Zahar, c'est un monsieur qui est d'abord un médecin. Bon, il a fait sa médecine, il est devenu chirurgien, il était spécialiste de chirurgie viscérale, il faisait notamment très bien la chirurgie thyroïdienne. Et puis, comme toutes les têtes pensantes, eh bien, il a été harcelé, je passe sur toute son histoire, il a été aussi bien massacré, il y a eu X tentatives d'assassinat, l'un de ses fils a été tué lors de l'une de ces tentatives, un deuxième fils lors d'une autre, sa femme a été grièvement blessée, son gendre, qui était un mathématicien qui revenait diplômé de Manchester, a été tué aussi dans ces conditions. Donc il faut voir quand même quelles sont les épreuves qui ont été celles de ces personnes que l'on qualifie très brièvement islamistes radicales. Je crois que le mieux, c'est quand même d'aller aux écrits. Les écrits pour un parti comme le Hamas, c'est pas sa charte qui, bien entendu, comporte des portions inacceptables. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler. Ils m'ont dit, oui, il faudrait qu'on la fasse réécrire, mais il ne faudrait pas qu'on se brouille avec un tel. Donc, vous imaginez quand même un petit pays de la taille de l'île de Ré, avec toute la force militaire américaine et israélienne autour, toute la diplomatie internationale ou presque contre eux, et on leur dirait, il faudrait que vous commenciez déjà à vous engueuler entre vous pour réécrire un texte qui ne nous convient pas. Vous voyez, c'est quand même un petit peu déloyal. Ce que dit le Hamas, ils disent, nous sommes un parti. On est allé aux élections en 2006 avec un programme. Ce programme, tout le monde peut le lire. Et je vous défie de trouver un point non démocratique dans les 14 points du programme du Hamas de 2006. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir à la suite de la guerre civile en juin 2007, ils ont édicté un programme également avec un certain nombre de points. Et je vous mets au défi de trouver un point antidémocratique, un point qui ne respecte pas les lois fondamentales palestiniennes. Le mandat du président est terminé. Que dit la loi palestinienne? C'est le président du Parlement qui, lorsque des élections ne peuvent pas avoir lieu, c'est lui qui dirige le gouvernement. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est ce que réclame le Hamas, ce qu'il me dit, ce que me dit Mahmoud Zahar, qui a dirigé ces négociations, comme vous le savez, au Caire. Eh bien, à chaque fois que sur un dossier, qu'il s'agisse du dossier du siège, du dossier des prisonniers, du dossier des élections, du dossier des forces de sécurité, à chaque fois que nous arrivions près d'un accord, la partie adverse rajoutait une condition totalement inacceptable du genre puis libérer le soldat Shaïd en plus, voyez, bon. Donc on voyait manifestement que ces négociations, au fond, étaient tenues par l'extérieur. Car cette réconciliation, il la demande depuis le premier jour de
la guerre, c'est-à-dire depuis le jour où ils ont gagné les élections. Souvenez-vous, le Hamas a toujours réclamé que le Fatah, même minoritaire, participe au gouvernement. Et c'est le Fatah qui a refusé de participer au gouvernement. Alors, cette réconciliation aujourd'hui, avec possibilité, nous dit-on, eh bien, de créer un gouvernement, ça correspond en fait à une volte-face finalement de l'autorité palestinienne qui accepte finalement un Premier ministre qui serait désigné par le Hamas, mais qui ne serait pas Hamas, et on parle de Jamal al-Qudari, pas Jaoudat, l'archéologue dont je vous parlais tout à l'heure, mais Jamal al-Qudari, qui est son frère, qui est président de l'université islamique de Gaza, et qui est disons, un entrepreneur très reconnu, indépendant. Je vous ai parlé un petit peu des querelles de chefs, mais vous le verrez dans mon petit bouquin, il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent qu'au niveau du terrain, les Gazaouis, qu'ils soient de sensibilité d'un côté ou d'un autre, eh bien, se mangent à la même table, ce sont les mêmes familles, ils se tapent dans le dos. Combien de fois j'ai assisté à des réunions où les discussions politiques se faisaient sous la forme de l'humour, des petites piques qu'on s'envoie les uns aux autres, y compris avec Mohamed Rantisi qui est complètement Hamas, et son beau-frère qui est Fatah. Et son beau-frère, j'en parle un petit peu, c'est un type, la première fois que je l'ai vu, je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit je fais de l'import-export. Je lui dis mais vous faites de l'import-export dans la bande de Gaza, qui est sous siège. Alors il me dit oui, c'est difficile. Mais il a ajouté, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence. Vous voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette bande de Gaza, c'est que soumis à cette pression extraordinaire, vous trouvez des gens, j'en ai vu beaucoup, qui me parlent des effets positifs du siège. Ça veut dire que ça oblige chacun des Gazaouis à sortir ce qu'il a le meilleur, le plus utile, le plus positif, si je peux m'exprimer ainsi, et ça aboutit au fait que c'est un territoire qui avance. Ce territoire soumis au siège a créé sa faculté de médecine. Je vous ai parlé des 1000 médecins formés à l'extérieur. Il y a une faculté de médecine, ils en sont à leur 5e année, malgré le siège. Donc ils vont sortir dans 1 an ou 2, leur premier médecin, formé entièrement dans la bande de Gaza. Au cours de l'année qui s'est écoulée, qui est une année post-guerre, vous voyez, une année de reconstruction, une année sous siège, où tout passe par les tunnels, eh bien, un exemple, j'étais encore en mars dernier, on m'a dit, tu sais, tous les fonctionnaires de Gaza, maintenant, nous sommes tous sur informatique. Et on m'a fait la démonstration. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes enseignant, infirmier, toubib, vous avez votre numéro de code, vous avez accès à votre dossier, vous voyez votre ancienneté, vous voyez toute votre carrière administrative, vous avez votre fiche de salaire, les retenues, tout est marqué. Et quand votre paye tombe à la banque, eh bien, vous recevez un SMS qui vous dit à quelle heure et quel jour vous devez vous rendre à la banque pour qu'évidemment tout le monde n'y aille pas au même moment. Bon, ben ça c'est quelque chose qui a été créé depuis 1 an par un gars qui est extrêmement compétent et qui a jugé que non seulement que c'était possible, mais en plus que c'était rentable. Il y a un peu de tout, c'est vrai. Il y a des gens qui font un repas par jour, il y a des familles qui sont extrêmement pauvres, il y a des femmes de 20 ans qui meurent de cancer parce qu'elles n'ont pas été dépistées, parce qu'elles n'ont pas le traitement, etc. etc. Mais il ne faut pas seulement faire dans le misérabilisme concernant ces Gazaouis. Ce sont des gens qui ont une force de capacité qui est celle de toutes les populations humaines soumises à une pression terrible. Il faut en tenir compte. C'est parce qu'eux insistent là-dessus. Ils ne demandent pas une aide financière, ils ne demandent pas des dons, ils ne demandent pas que le prix de la semoule diminue. Vous voyez, ils réclament la dignité, la liberté, le droit. Alors l'espoir quand même, c'est tout ce qui se passe, et vous en êtes tous conscients, c'est toute cette révolution arabe dont les gens de Gaza se sont réjouis d'une manière formidable, avec l'ouverture de la frontière de Rafah dont on a fait grand bruit, mais je vous dis bien que cette ouverture n'est pas encore réalisée aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de mesures d'assouplissement qui sont extrêmement catégorielles pour les moins de 18 ans et les plus de 40 ans qui ont un passeport palestinien qui, vous le savez, est appelé par les Gazaouis document israélien parce qu'il est délivré par l'autorité palestinienne après accord des autorités israéliennes. C'est un document israélien. Moi, actuellement, je suis en train de négocier avec mon équipe pour retourner à Gaza, comme tous les ans au mois de juillet, en passant cette fois-ci par Israël. Quand on est passé au mois de mars, on a essayé de passer par l'Égypte, on a dû passer par les tunnels, parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. Donc on est passé par les tunnels, on a appelé le ministère de l'Intérieur de Gaza, qui nous a envoyé quelqu'un nous chercher à l'hôtel El Arish,
qui nous a fait faire 50 km, on est passé dans les tunnels, on a été accueillis de l'autre côté. Les autorités à Gaza sont très optimistes dans les mois qui viennent, et notamment après les élections. Pour l'instant, c'est encore les militaires qui dirigent, qui administrent l'Égypte.